Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu as deux façons de supporter. www.patreon.com/auparloir qui est un site payant, mais où tu as accès au podcast environ 2 mois à l'avance. Sinon, ben, tu vas sur YouTube, tu t'abonnes à ma page, tu likes, tu partages, tu laisses un petit commentaire. Ça va te prendre 2 secondes. Puis pour moi, ça fait toute une différence. Aujourd'hui, on a reçu Marc Fortin. Marc n'est pas un ancien détenu. En fait, il travaille avec les détenus, plus précisément des hommes 50 ans et plus qui sortent du fédéral avec des grosses sentences. Fait qu'il travaille autant avec du monde qui ont fait ont des sentences vie ou du monde qui ont des sentences répétitives, des gens qui ont fait genre 40-47 ans au pénitencier. En gros, il travaille avec des maisons de chambre, justement pour des gens de 50 ans et plus qui ont fait du fédéral. Mais il y a tout un processus aussi de suivi. C'est un peu comme entre la transition puis la vie normale. Fait que quand tu sors de prison, tu vas en transition. Après ça, tu refais ta vie. Mais ils ont comme rajouté un layer avec Marc parce qu'il y a des gens, des fois, que c'est un peu too much pour eux autres. On est allé à gauche, on est allé à droite. On a parlé de plein d'histoires, de plein de situations. J'ai vraiment trouvé ça intéressant comme podcast. Quelqu'un qui est deep dans le milieu carcéral avec des gens qui ont fait du gros temps. Ça a fait vraiment un podcast super intéressant. Donc, merci à Marc. Merci à vous d'écouter le podcast Au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. T'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Marc Fortin. Oui. Marc, premièrement, bienvenue au Parloir. Merci. Toi, gros parcours carcéral, plein de prisons. Ah, plein. Marc, t'as pas été en prison, mais t'es pas au Parloir pour rien, parce que tu vas nous en parler puis tout ça. Toi, tu travailles avec des hommes 50 ans et plus. Exactement. Qui ont fait du fédéral, fait que des grosses sentences. Tous des grosses sentences ou plein de sentences cumulées qui ont fait 25-30 ans de prison. 25-30 ans. Avant qu'on rentre là, juste qu'on sache un peu qui on en faisait nous autres. Là, on en parlait un peu tantôt, ton background un peu, mais qu'est-ce qui est fait que tu es allé là? Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais présente-toi, tu viens de quel coin? Okay. Souvent, je demande au monde, tu as grandi dans quel genre de famille? Ça n'a pas l'importance parce que ça affecte pas ton vécu. Ben un peu avec ta famille, là, tu me disais. Quand ça va affecter les vécus de tout le monde, dans le fond. C'est pour ça que si tu viens d'un milieu plus défavorisé ou tout croche, des fois tu vas virer dans cette veine-là, puis ça veut pas rien dire, mais statistiquement, tu as plus de chance. J'ai reçu des gens, moi, qui ont grandi quasiment maison, papa, maman, le chien, la clôture blanche, puis qui ont mal viré. Ça veut rien dire. Je viens de Sorel, j'ai 39 ans. Famille bien normale, un frère plus vieux, une soeur plus jeune, classique dans le milieu. Mais ce que je te disais tantôt, c'est que mon oncle était policier. J'avais le frère à mon grand-père qui travaillait en prison à Sorel. Des milieux bien standardisés. Puis à Sorel, il y avait le jargon qui disait souvent soit tu as un Hells ou tu as une police dans ta famille. C'était souvent j'avoue, ça. Sorel, parce que Sorel avait une réputation justement de tannant. Donc, mon oncle enseignait à Nicolet.
l'école de police, fait que j'allais là, TQ, voir les promotions, remises de prix. Puis là, ils simulent genre les voitures. J'étais impressionné, je trouvais ça très cool. Moi, secondaire, genre je falsifiais mes tests d'orienteur pour que ça te donne policier. C'est ça que je voulais faire. Okay. J'avais des notes correctes, mais tu sais, c'était bien contingenté, ça prenait des grosses notes. J'avais genre 82 de moyenne générale, c'était pas assez. Essayé en technique policière, ça marche pas. Bon, OK, parfait. Ça, OK, je vais faire au cégep. Fait que toi, à la base, quand tu étais jeune, c'est ça, tu voulais être policier. C'est ce que je pensais vouloir être. C'est ce que tu pensais, c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, je ne le serais jamais, là. Je comprends, mais non, mais avec, c'est ça, tu sais, tu voyais ça l'entour de toi, fait que toi, t'es TQ, tu vas à Nicolette, tu vois du monde faire des armées, mais tu sais, des simulations, tout ça, t'es comme, hey, c'est hot, moi, je veux faire ça. Pas me promener en char, va être relax. C'est un peu ça, hein. Quand on est plus jeune aussi, c'est le milieu criminel, tu le vois à la télé, c'est très... idolâtré, même chose les romans policiers et tout, fait que c'est un ou l'autre. Ben, tu sais, je veux dire, moi, juste avec mon podcast, je le vois, tu sais, je veux dire, c'est pas un projet qui existe depuis très longtemps, mais qui ont reach de plus en plus de gens parce que c'est ça, c'est des histoires qui ça attire le monde parce que c'est quand même un milieu connu, mais connu. Mais c'est un milieu où tu n'as pas souvent accès à la vraie information, fait que quand tu as accès à quelqu'un, comme, oh God, parle-moi-en. Parce que tout le monde sait c'est quoi la prison. Tout le monde connaît le terme prison. Tout le monde sait que ça existe des prisons. Mais personne parle avec un goûter. C'est rare que tu as accès à quelqu'un qui a fait du temps et qui est prêt à te parler de son histoire. Oui, puis souvent, les gens vont être confrontés à ça. Ah oui, t'as fait du temps. Si tu vrai, ils veulent aller valider leur préjugé. Les douches. Oui, exactement. Je me souviens de te faire enculer, c'est ça. Puis, la personne qui l'a vécu, des fois, elle veut dédramatiser ça, puis d'autres fois, c'est juste crise de patience. Là, c'est ça qui est fâchant. Non, c'est ça, parce que c'est la première question quand on parle. T'as fait du temps, puis les douches. La première chose, c'est les douches. C'est ça. Le classique, là. Fait que t'as refusé à Nicolette? Même pas à Nicolette. Refusé en technique policière au cégep. À la base, ouais. Fait que je fais un deck en comptabilité de gestion. On est... Parallèlement à ça, je suis barman, je deviens gérant de bar. Un des clients m'offre une job en après-sinistre. Fait que je fais de l'ajustement d'assurance pour la compagnie d'après-sinistre. Ça va bien. Il me propose d'ouvrir une shop à Longueuil. Un bureau, genre. Ouais. Là, je fais, Chris, man, c'est ça que je veux faire de ma vie, gérer des dégâts d'eau. La réponse est non. Mais je regrette pas. Ben, je regrette pas, mais aujourd'hui, j'en gère encore, mais ça, t'en parlerai plus tard. Puis... T'as quel âge à cette époque-là? Mi-vingtaine, je te Mi-vingtaine, OK. Mi-vingtaine, fait que je retourne au cégep à Annecy en intervention de délinquance. C'est un programme qu'un de mes chums m'avait parlé dans le temps. Puis je suis ouais, c'est cool. Puis le plan était encore un peu là. C'est-à-dire, à Sorel, ils ont ouvert une prison, je sais plus à quelle année, mais bref, il est en construction. Genre, je vais retourner chez nous, dans mon patelin, Sorel, je vais rentrer en prison. Ça va ouvrir, je vais pouvoir monter. Fais mon stage à Longueuil, au service de probation. Puis quand je finis mon stage, j'applique sur un poste de maison de transition à Montréal, transition centre-sud, clientèle provinciale, dans Rosemont. Je rentre là, naïf un peu. Finalement, j'adore ça. Puis il y a un projet que la clientèle fédérale commence à rentrer dans cette maison-là aussi. C'est toujours un peu particulier dans le domaine où on mixe pas les gars du provincial avec les gars du fédéral parce qu'il y a des préjugés entre les usagers, la manière qu'on travaille, le pouvoir que tu as aussi en tant que l'agent de probation, l'agent de libération conditionnelle, c'est le jargon, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes outils. C'est un peu un beau challenge. Tu sais. Je pense, si peut-être je me trompe, mais tu vas être la meilleure personne à me le dire, fédérales vont avoir plus, peut-être d'encadrement, plus d'outils. Es-tu d'accord avec ça? La partie d'incarcération, moi, j'ai le choix d'avoir un 2-1 ou un 2+1. Je choisis le 2+1. Même si aux 2/3, je vais être suivi, mais que je sorte, j'ai plus de restrictions. Mais l'accessibilité des programmes, ce que je vais pouvoir faire dans mon milieu carcéral va être plus intéressant si je veux m'investir pour un changement. Sinon, t'es à Bordeaux, t'es à RDP, c'est un peu plus la jungle. Il y en a, mais c'est beaucoup moins élevé parce que les gens restent moins longtemps. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes moyens financiers, probablement. Tu n'iras pas faire un deck à Bordeaux. Là. Non, c'est ça. Juste pour les auditeurs, je sais qu'on a déjà parlé sur le podcast, juste pour remettre en contexte, dans le fond, c'est que au Québec, à travers le Canada, dans le fond, quand tu as une peine de 2 ans moins 1 jour, tu te retrouves à une sentence provinciale, donc dans des prisons provinciales gérées par le gouvernement du Québec. Dès que tu as une sentence de 2 ans et plus, tu te retrouves dans une prison fédérale. Donc, c'est des plus grosses peines. Fait que
C'est sûr que quand tu es au provincial, c'est tous des gars qui... On parle de petits crimes, pas nécessairement, mais ça dépend qu'est-ce que tu catalogues comme petit crime ou grand crime. Mais tu sais, ça veut dire que quand tu te retrouves au fédéral, c'est pas juste des gars qui ont 2 ans, tu as des gars qui ont des vies, tu as des gars qui ont... Ça veut dire que tu as des meurtriers, tu as du gros crime. Tandis qu'au provincial, ben, tu vas voir souvent, ça va être du voie de fait, ça va être de la fraude, les crimes, drogue. Les crimes du provincial, tu vas les retrouver au fédéral aussi, parce que maintenant, s'il y a une accumulation des mêmes délits, ouais. ils finissent par avoir des sentences au fédéral. Des longues sentences. Exactement. Ça, fait qu'il n'y a pas de délit exclusif au provincial, mais il y a des délits exclusifs au fédéral. Au fédéral, oui, c'est vrai, exactement. Puis, ouais, c'est une bonne façon de le dire. La grosse différence, je pense, dans le calcul, c'est qu'au provincial, quand tu arrives aux 2 tiers de ta peine, si tu n'as pas voulu sortir en libération conditionnelle, 2 tiers qui te sortent, c'est fini. Tu dois plus de compte à rendre à personne. Au fédéral, quand ils te sortent aux 2 tiers, ce qu'ils appelle la libération d'office, le LO, mais tu as quand même un agent de libération conditionnelle qui va te suivre, qui va t'encadrer, qui va te surveiller jusqu'aux 3 tiers. Fait qu'il y a une surveillance accrue au fédéral qu'il y a moins au provincial. T'sais. Par contre, le provincial, des fois, ils vont sortir, ils vont avoir une probation qui suivie, qui va s'entamer tout de suite quand le gars sort du provincial. C'est pour ça que quand on parle, parce que quand on parle d'une sentence vie au Québec, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, le terme sentence vie existe. On l'utilise. On l'utilise, mais ça n'existe pas parce que ça n'existe pas une sentence vie. Donc, tu ne peux pas passer, dire, tu peux mourir en prison, tout dépendant de ce qui arrive. Tu peux passer ta vie en prison. Tu peux passer ta vie, mais le juge, donc on parle, le maximum au Canada, c'est 25 ans. Puis je pensais, mettons, on y va meurtre premier degré, je pensais 25 ans, pas de libération avant 15. Possibilité de libération souvent avant. Je pense que le max, c'est 25-25. C'est 25, ouais. C'est ça. Tu peux quand même aller, donc 25 ans de prison, libération conditionnelle, pas de libération avant. Tu peux pas faire ta demande avant 25 ans. Avant 25 ans, OK. Tu veux ça, tu m'en apprends. Mais tu pourrais avoir un 10 ans éligible, 15 ans éligible. C'est ça, ouais, c'est quand ça. on dit éligible, c'est que tu as ta sentence vie, mais tu ne pourras pas faire ta demande de libération avant 10 ans. Avant 15 ans. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir, c'est que tu peux pas faire de demande. Exactement. Il y a du monde qui font des demandes et qui sont refusées. Puis l'autre mesure qu'on entend beaucoup moins parler, c'est la sentence indéterminée. Ça, tu vas l'avoir souvent dans des cas d'agression sexuelle répétitive. OK. Donc, tu as une sentence qui n'a pas de fin. Donc, elle est indéterminée. Un peu comme une sentence vie. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a une sentence qui ne finira jamais, mais qui n'a pas enlevé la vie. Fait que la sentence indéterminée est considérée délinquant dangereux, donc il est en prison, au pénitencier, ne peut pas sortir tant si longtemps que la Commission de libération conditionnelle du Canada ne l'autorise pas. Puis après ça, c'est le parcours classique de la semi-liberté et tout. Mais le statut d'indéterminé, c'est qu'il n'aura pas de fin. Tu es encore suivi jusqu'à temps que tu meurs. Ben c'est ça, c'est de là que je m'en allais. Fait que la sentence vie, si on dit, c'est parce que juste, même si tu es libéré, tu as fait ton 25 ans, même si tu as fait 25 ans en ferme, à la minute que tu es libéré, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ta mort, exactement. Tu dois te rapporter contact avec un agent de libération conditionnelle au moins une fois par mois. T'en as eu sur ton podcast, Libéré Vie, c'est ça. Ils ont un agent à leur dossier qui fait le suivi. Quand les situations vont bien, ils peuvent aller jusqu'à, je pense, c'est 3 mois. Ils sont vus aux 3 mois, vus 4 fois par année par l'agent de libération conditionnelle qui s'assure que les choses vont bien. Mais évidemment, c'est tout un cascading. Ça prend du temps avant de se rendre là. C'est des dossiers qui vont super bien, là, qui se situent là. Fait que ton monsieur Jean-Louis, là, ton il est encore au mois, lui, puis ça fait 17 ans. Ouais, tu vois que à quel point c'est long. C'est ça, il a fait 17 ans, ça fait 17 ans qu'il est sorti. Il est vu au mois. Puis il est encore vu au mois, puis tu sais, je veux dire, tranquille, là, monsieur Jean-Louis. Des fois, on a l'opinion publique dit « Ah, ils sont dehors, ils font ce qu'ils veulent. » Il y a un encadrement, puis tu ne tiendras pas serré jusqu'à la fin de ses jours nécessairement si le gars fonctionne bien. T'sais. C'est normal à un moment donné de le lousser et d'enlever des conditions. C'est ça, s'il fait ses preuves à un moment donné. Puis je veux dire aussi, quand il y a eu une certaine libération conditionnelle, je veux dire, il est sorti premièrement avec des conditions, mais c'est pas juste à 15 ans, OK, oui, tu peux la faire, puis vas-y, fais-la, puis go. C'est pas parce que tu fais une demande qu'elle va être acceptée. Les gens qui sont libérés, sous condition, ben, en général, c'est parce qu'ils ont un cheminement, ils ont un parcours qui fait... C'est une libération méritoire. Si tu es en dedans, tu fais pas de cheminement, tu n'as pas d'empathie face aux victimes que tu as faites, que tu es juste fuck you, moi je m'engage pas dans rien. Monsieur, vous faites pas les efforts assez pour sortir, fait tu vas rester là longtemps. Là, fait qu'à un moment donné, le gars doit cheminer s'il veut voir la lumière du jour. Là. On a bifurqué un peu. Tu étais rendu, fait que tu travaillais à la maison de transition, dans Rosemont. On a début de clientèle fédérale. On s'occupe des LO, ce qu'on appelait des LO dépannage. Fait que c'est toutes les sentences
moins bien impliqués, je te dirais, dans leur parcours carcéral, qui arrivent aux 2 tiers de leur sentence, font comme « Ah ouais, tu sais, je vais aller, j'ai pas fait de demande de sortir en maison de transition, ça me tente pas d'aller vivre à Albury Mission parce que c'est pas un super succès pour la réhabilitation de sortir dans la rue, là, tu sais. » Peux-tu... Albury Mission, c'est un organisme pour les personnes itinérantes. OK. Fait que, tu sais, sortir de l'itinérance, c'est déjà ultra compliqué. On a reçu quelqu'un... oui, exactement. Je l'ai écouté la semaine passée. T'sais. Puis là, si tu sors du pénitencier puis que tu es catapulté dans la rue, tu même plus de réseau, t'as rien. Tu es aussi hypothéqué que la personne que ça fait des années qu'elle vit de l'itinérance. Fait que c'est pas des situations gagnantes pour la réhabilitation. Puis en plus, on le sait que ces individus-là, leur réflexe premier, c'est justement de faire des crimes. Des fois, c'est crimes contre la personne, des fois non. Si vous ne l'avez pas vu, il y a le podcast, je ne me souviens pas du numéro, mais avec Sabrina Lalonde-Sabourin, qui est venue, qui travaille dans le milieu de l'itinérance, puis qui nous explique justement tout ça. C'est quoi les complications de l'itinérance? Ouais. Je veux vraiment qu'on se concentre sur mais je voulais juste qu'on mette en contexte. Fait que si jamais vous ne l'avez pas vu, posez un peu de quoi ce qu'on parle dans l'itinérance, à quel point c'est pas vraiment pas facile de sortir de là. Elle nous en fait un très bon topo. C'est un très bon podcast aussi à écouter. Puis, c'est ça que ça fait que j'étais à la maison l'issue, ça va bien. 7-8 ans, je te dirais. OK. Ça fait quoi, un gars comme toi, dans une maison de transition? Ouais. Tu sais, je travaille à la maison de transition, OK, fine. Tu fais des toasts le matin, puis tu t'assures que le gars, quand il sort, puis tu checkes combien il a dépensé d'argent, puis combien il a fait d'argent dans le je veux dire. Il y a souvent 2 types d'emplois en intervention dans les maisons de transition. Il y a ce qu'on appelle le conseiller clinique, qui un peu agit au niveau communautaire, comme l'agent de probation. Fait que c'est lui qui s'assure que, les conditions sont respectées, que le plan d'intervention évolue vers les objectifs à atteindre pour pouvoir mériter qui est rentré à telle heure puis il a le droit de pas nécessairement ça va être plus la job de l'intervenant de plancher, c'est ça que je faisais moi à l'époque. Fait que lui il dresse avec la personne, hey, t'es chez nous en maison de transition pour 4, 6, 8 mois, c'est quoi les objectifs que tu vas atteindre? Je veux me trouver une job, je veux reprendre contact avec ma femme, peu importe, je continue à être sobre, donc, OK, tu as des démarches de thérapie à faire. Fait que c'est la personne qui veille à l'atteinte de ces objectifs-là, puis que si jamais, à la fin de son parcours, c'est elle qui va faire le rapport, qui dit hey, je recommande de passer à l'autre libération. Si mettons, s'il veut aller retourner chercher son permis de conduire, il va y avoir de l'encadrement, quelqu'un qui va l'aider à tout ça. Les intervenants de plancher, mais c'est eux qui vont... C'est un peu l'équivalent du screw à l'intérieur des murs. Okay. J'aime pas le mot, mais je l'utilise pour que le monde le saisisse. Agent de service correctionnel, personne ne sait c'est quoi non plus. Ouais, avec ta clientèle, mettons, eux autres, c'est un screw. C'est un screw. C'est pas un terme, mais tu sais, c'est comme si, mettons, on parle de la police, puis on dit un coche. Tu sais, mettons, OK, ils doivent pas apprécier le terme, mais c'est pas... je l'utilise pas parce que j'essaie d'éduquer vers le bon vocabulaire, puis pas être trop dénigrant. Mais c'est nous qui faisons les tournées de... Le gars, il y a un couvre-feu, tout le monde est là, il y a personne qui s'est sauvé la nuit, les check-up d'heure, la remise de la médication, s'assurer que le gars prend sa médication. Et on travaille sur le plancher. Fait que quand le résident finit sa rencontre avec son conseiller, il fait comme « OK, il faut que j'aille chercher mon permis de conduire. J'en ai aucune crise d'idée comment le faire. » Mais là, il vient voir l'intervenant plancher qui va l'aider à structurer son affaire, à lui donner soit de la référence, les tuyaux. Il faut que tu ailles sur Internet, sur le site de la SAC, fait Inter quoi? Au provincial, c'est pas pire. Au provincial, ouais, non, provincial, j'avoue. Mais même au fédéral, on avait rarement des longues sentences dans ce contexte-là. Puis la particularité, c'est qu'à un moment donné, tu finis par avoir une confiance des services correctionnels, puis là, les demandes viennent différemment. Là, c'était des gens, souvent, qu'on avait en alternative à l'incarcération. Ça, c'est que le gars, ça fait longtemps qu'il est dehors. Se fait pogner sur un test d'urine de cocaïne, exemple. Un bris de condition, dans le fond. Mais là, on ne veut pas le retourner en prison. Mais qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on resserre l'encadrement? Hey, on va l'envoyer en transition, 2 mois. Il va refaire un test. On va voir qu'il n'est pas dans une rechute, qu'il n'est pas dans une démarche de consommation active. Ça se peut. On ne va pas le réemprisonner parce qu'en général, il va bien. Il va bien, fait qu'on le ramène une coche en arrière. Juste un petit choker, juste la gamin. T'as la chance, on va te retourner en maison de transition, on va te rappeler des règles. Mais c'est aussi, il est parti sur une chaire ou pas? Okay, ça se peut que ce soit écrasé les pattes puis qu'il ait pris une deal. Exactement. Ou si, non, c'est qu'il consomme sur une base régulière. Fait que s'il consomme sur une base régulière depuis longtemps, tu l'as juste pogné une fois sur un test d'urine,
C'est probablement que les prochains, il n'y aura pas stoppé de même parce que c'est exigeant. Fait que c'est cette période d'évaluation-là, on disait, avant de le striker et de le renvoyer en détention parce que ça a des impacts qui sont majeurs, mais on va prendre le temps d'avoir leur juste. Fait qu'on avait cette clientèle-là. Fait que là, c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec les sentences vie. Parce qu'il y en avait, des fois, des sentences vie qui venaient pour des bris de conditions. Exactement. Puis, c'est le coordonnateur du service Oxygène, la job que j'ai actuellement avec la corporation Crossroads, qui m'a appelé un moment donné, parce que eux, là, je vais tomber vraiment dans l'historique du service Oxygène, qui est ma job actuelle, il y avait, à l'époque, Option Vie, qui était un programme de père aidant. Fait que c'était des personnes qui avaient passé à travers tout leur parcours, sentences et vie, qui allaient bien dehors, qui retournaient dans les pénitenciers faire l'intervention. Si je parlais de podcast étonné cette semaine. Benson avec Jer Alain, là, dernièrement. Ouais, mais Option Vie, je pense que René m'en a parlé. René a travaillé là-dedans. C'est ça, okay, c'est ça, parce que quand tu m'as dit le nom, ça m'a c'est pour ça que je connaissais le nom quand tu m'as dit René. Donc, ils ont fait de l'intervention à l'intérieur des murs qui était une espèce de révolution au niveau de l'ouverture des services correctionnels du Canada. Puis, ça leur venait une couple d'années. Ça, on parle dans les années 90 à peu près. Puis, il y avait un de ces intervenants d'Option Vie là, qui s'appelle encore là, Gilles Thibault. Lui, ce qu'il avait constaté, c'est que les gars qui avaient des gros crises de parcours, que c'était difficile, parce que eux, c'était des role models, qui avaient des aptitudes, des outils, même avant l'incarcération. Je pense que le plus connu qui passe des fois à la télé, c'est Michel. C'est un ancien avocat. Nom de famille, là, tu vois. Donne. OK, Michel Donne. Il a passé à l'émission là, avec Le Monde à l'envers. Là. Okay. À TVA, là. Je connais l'émission, mais je ne sais pas tellement. Il a passé quelques fois à la télé, c'est pour ça que je me permets de le nommer. Puis Michel, j'ai encore des contacts avec lui régulièrement. Il était avocat. Il avait des aptitudes dans la vie de tous les jours. Il a eu une sentence vie, il a passé après ça, il est ressorti. Mais tu sais, ces outils-là qu'il avait quand il était plus jeune, ils les avaient encore. Mais ceux qui n'avaient pas d'outils, qui ont vécu une vie de chien toute leur jeunesse, sans jeunesse, abusifs, battus et tout, qui finissent par faire un meurtre à 18, 19, 20 ans, qui ressortent à 50 ans, ils n'avaient pas ces outils-là pour passer à travers. Fait qu'ils arrivaient à la maison de transition, qui est probablement le parcours le plus tough dans la réinsertion sociale. C'est ce qui vient à mon oreille souvent. Parce que les gars trouvent ça plus dur, la transition, que la prison, parce qu'en prison, t'es géré. Mais t'as pas besoin de performer. C'est ça. T'as rien à faire. Le peu que t'as à faire, t'as bien du temps pour le faire. Puis là, t'arrives dehors, t'as le stress de l'extérieur qui rentre, t'as les responsabilités qui reviennent, t'as les objectifs qu'on parlait tantôt. Hey, faut que tu performes en maison de transition, mon chum. Fait que là, les gars là, qui ont bien du temps de fête, qui ont des hernies tout pétées, puis que ça paraît pas trop parce qu'ils ont 45, 50 ans, puis tu fais comme d'habitude, t'es correct pour retourner sur le marché du travail. Ils reviennent. Ils performent, là. Ils performent, réussissent à avoir leur libération. Ah, man, c'est fini. J'ai plus besoin de performer. Là, ils retombent sur leur beat de faire de la wing, de faire de la cellule. Puis là, ils veulent plus être engagés parce qu'ils l'ont obtenu le nanan ultime. Fait que ces gars-là rechutaient rapidement. Pourquoi? Ben, il y avait des jobs précaires, ils ont une sentence vie. Où est-ce qu'ils se retrouvaient? Dans des taudis, dans des crack house, des places peu recommandables. Fait que quand tu es déjà fragile, de te retrouver dans un environnement qui aide pas, salut la rechute rapide. Fait que Gilles, ce qu'il avait fait, c'est hey, il faudrait créer une autre étape. En anglais, il appelle ça le second housing. Une fois que j'ai fini la maison de transition, on va leur créer une nouvelle étape qui va leur permettre de reprendre tout le beat et la responsabilité de vivre à l'extérieur plus tranquillement, en respectant leur beat, mais en vivant avec d'autres gars qui ont le même vécu, un peu comme ils vivent quand ils sont au minimum. Ils appellent ça les condos. T'as ta chambre, t'as ta cuisine, t'as tes affaires, mais Chris, c'est le gars qui jase, là. J'ai pas besoin d'avoir ah oui, il est détenu sentence et vie dans le front. Il s'en calisse de ça parce que lui aussi, il a le même vécu que moi. T'es pas jugé. Exactement. Dans le fond, fait que c'est ça qui ont créé les appartements satellites du service Oxygène. Ça, c'est le gros du morceau sur lequel on travaille. Dans le fond, la corporation Crossroads qui avait Option Vie ont créé le service Oxygène. Notre ami Harper, dans les années début 2010, fin 2000. Là, fin 2000, ouais. Coupe le programme d'Option Vie. Fait que Option Vie, les pères aidants, ça n'existe plus. Service Oxygène a continué à survivre. Gilles est parti à la retraite. Puis là, il était hors de question qu'on engage des personnes avec des dossiers.
qui ont accès à des bureaux de libération, qui discutent avec des agents de libération conditionnelle. Hey, ça n'a plus de bon sens. Là. Soudainement, ça devient dangereux. Fait qu'on ne peut plus engager ça. C'est l'erreur. OK, non, je sais pas je le crois pas, là. La caméra n'était peut-être pas sur ma face, mais Chris, que ma face était... en tout cas, whatever. Fait que, tu sais, c'était un peu... C'est parce que... Quand je parle dans ce petit podcast-là, quand même un peu de respect pour mon projet, mais dans ce podcast-là, puis je l'ai répété, puis je vais le répéter, je sais pas combien de fois, un geste, un asti de geste, c'est pas une personne, Chris. On a tous fait des affaires, peut-être moins pires que d'autres, mais si t'as envoyé chier ta mère une fois dans ta vie, ça veut pas dire que t'as haï ta mère pour le restant de tes jours, tu l'as haï 5 minutes parce que t'as fait chier, tu comprends? C'est... Mes débuts en maison de transition, tu sais, à des gars qui se faisaient pogner du trafic de stupéfiants, mais je dis, t'es un père, t'as des enfants, t'es un employé, t'es un travaillant, t'es un conjoint, t'es pas juste un gars qui trafique, même si les gars trafiquants travaillent 24/7, là, t'es autre chose que ça. Fait que c'est exactement ça, ce que t'amènes comme propos. Des fois, tu sais, même meurtrier, là, tu sais, je comprends. Puis moi, je vais toujours être en arrière de la famille de la victime. Ouais. Je comprends. Moi, le premier, là, tu sais, je veux dire, si quelqu'un, mon petit frère, je n'ai pas, mais mon grand frère ou un de mes enfants, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui assassine quelqu'un qui est proche de moi, j'ai pas envie de voir cette personne-là dans un podcast. Tu peux tilter. J'ai pas envie de voir quelqu'un... Et ça, là, gars, je comprends. J'ai pas vécu ça dans le podcast, mais je comprends ça. Je comprends que quelqu'un va un jour m'écrire un message de haine. Ça n'a pas de crise de bon sens que tu donnes la place. Puis je respecte, puis je ne vais pas réécrire à cette personne-là. Je ne vais pas répondre, mais je vais comprendre. Fait que sachez que si vous m'envoyez ça un jour, je le comprends, je ne vais pas répondre, mais je comprends la haine qui vous habite. Mais de l'autre côté, c'est ça, c'est qu'il y a deux côtés à la médaille. Je comprends que tu n'as pas envie de voir cette personne, mais cette personne-là est devenue quelqu'un d'autre. Puis si ça peut aider du monde à cheminer. Ben, tu l'as dit, la famille puis les proches qui ont été victimes, ils peuvent continuer à les haïr. La personne qui a fait le geste, c'est tout à fait normal, puis c'est humain. Tu as le droit, puis c'est humain, puis... Tant mieux s'ils sont capables de pardonner, mais s'ils n'en arrivent pas là, je les juge pas, puis je serais peut-être pareil, là, vivre cette situation-là. Exactement. Mais, tu sais, des fois, on me dit « Ah, mais Chris, pourquoi tu aides ces gars-là? Pourquoi tu soutiens des gens qui ont levé la vie? » Je dis « Ben, parfait. Si on les soutient pas, il y a personne qui va le faire. Fait que t'es pas en train d'outiller des gens qui sont désabusés. Fait que là, soit qu'ils sortent, qu'ils refassent un mauvais coup. Tu sais, puis des récidives en termes d'homicide, c'est assez rare, là. Mais ça arrive, malheureusement. Ça arrive, malheureusement, mais c'est ça. Disons que c'est pas la plus grosse des récidives, en général. C'est moins d'1%. Mais ça peut arriver. Fait que, tu sais, si t'en prends pas soin de ces gens-là à un certain degré, ben, tu vas peut-être recréer d'autres victimes, t'sais. Fait que même si j'aide quelqu'un qui a fait de quoi d'épouvantable, je suis en train d'aider la personne qui a reçu cet épouvantable-là ou la prochaine personne qui pourra vivre cette situation épouvantable. Mais aussi, c'est récidive, sans récidiver, il peut faire d'autres choses que la raison, je veux dire, c'est peut-être pas un meurtre, il peut faire une victime de d'autres choses. Il peut aller faire un vol qualifié. De vol qualifié, de fraude, d'un hold-up, parce que le gars, il n'est pas encadré, il n'est pas là, il est dans la rue. Mener d'un gars, ça a faim, ça veut manger, c'est écœuré demain dans la rue, à ce soir, je me paye un hôtel. Puis t'as plus la réflexion de dire hey, j'ai pas d'argent, ça n'a aucun sens de faire un dépanneur pour dormir dans un hôtel. Quand ça fait 4 ans que tu vis dans la rue, puis tu gèles, puis il annonce -20, t'es prêt à faire un hot dog dans un dépanneur pour dormir dans un hôtel au chaud. Pas que je glorifie, mais je comprends que quelqu'un m'a dit. Ton instinct de survie peut t'amener à faire ça. Fait que tu sais, t'as du monde qui ont vécu 20 ans dans une cage. Tu peux pas les mettre dans la rue, faire comme. Puis dire, mais qu'on les garde dans dedans. Premièrement, si vous trouvez qu'on paye beaucoup d'impôts, garder du monde en prison, ça coûte extrêmement cher, first. Puis, à un moment donné, comme je l'ai dit, un geste, fait qu'à un moment donné, c'est une personne qui finit par comprendre, analyser, accepter ce qu'il a fait, puis accepter les conséquences de ce qu'il a fait, puis de ne pas se victimiser pour ce qu'il a fait, mais d'assumer ce qu'il a fait aussi. Ben, Chris, pourquoi il n'aura pas le droit à sa deuxième chance? Sa victime n'a pas le droit à une deuxième chance. Ça, je le comprends, puis je ne vais jamais démentir ça. Mais elle n'est plus là, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour cette personne-là. Malheureusement. Mais la personne qui qui est encore là, guys, à base, on appelle ça l'humanité, là. On est des humains, puis je veux dire, Chris, on peut pas laisser du monde comme ça à eux autres mêmes. Ça va juste faire plus de monde qui vont vivre dans la rue, plus qui vont se retrouver vers de la criminalité, parce que la prison, c'est l'école du crime. Je veux dire.
Fait que si tu n'as pas suivi un métier comme ébéniste, puis je veux dire, des fois, Chris, tu sors de là à 80, 75, 80, le bonhomme va faire, ben, personne ne m'aide, puis ça, fait que je vais faire ce que je veux pour me débrouiller. Il me reste quoi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans? Personne ne m'aide, puis la société en général n'est pas conçue pour ça. Tu sais, quand tu sors, j'ai un paquet d'images de mes clients, là. Mais je veux juste finir les apparts. Oh, oui, excuse-moi. Non, mais c'est correct parce qu'on. Moi, je peux en parler longtemps. Là. Si tu parlais d'un podcast de 3 heures, on peut pas jaser 5 heures. La création des appartements satellites, c'était de reproduire le truc au minimum pour que les gars puissent avoir une option intéressante, un milieu sécurisant, économique qui est adapté à leur situation financière. Pour justement dire, OK, parfait, j'arrive à la maison de transition, puis je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Parce que c'est une donnée une aberration, je te dirais, au niveau des paliers de gouvernement, les statuts légaux. Là. Si tu es en maison de transition au fédéral, tu as une sentence de vie, tu as entre, moi, je travaille avec les 50. Fait que tu as entre 50 et 65 ans, tu n'as pas accès à l'aide sociale. Mais si tu es inapte au travail pour des syndromes post-traumatiques, des hernies discales parce que tu as dormi sur un hostie de métal toute ta vie. C'est ça, on va se dire, c'est ça. La prison, c'est dur sur le corps. Tu vieillis, statistiquement, ils disent qu'à 50 ans, tu as 10 ans de plus. Fait que tu as 60, le gars de 60 a 70. On fait plus 10, là, pas besoin d'être grand savant, c'est pas parce que j'ai fait de la comptabilité. C'est pas des matelas épais avec une mémoire, là. Hein, ils sortent tous avec des problèmes physiques, mais surtout des syndromes post-traumatiques en ligne avec tout ce qu'ils ont vécu en dedans. Des gars qui se font tuer, juste les portes de métal qui ferment, les cris et tout. Les fouilles, les deadlocks. Exactement. Fait quand ils se retrouvent en foule, puis en société, puis les symptômes de santé mentale qui sont pas toujours super bien traités, ils rentrent dans un milieu de travail, il se passe de quoi que eux, selon leur chaîne de valeur, qui ont vécu toute leur Christie de vie, fait hey, ça n'a pas de bon sens, ça, je suis témoin ou je vis une injustice. Mais là, il tilt. Il est agressif, il crie. L'employeur dit hey, moi, je sais, t'as fait du temps, je te calisse dehors. Fait qu'il garde pas les jobs. Ou, ils vont appeler la police direct. Je connais ton background, moi j'ai peur de toi. Hey, j'y retournerai pas. Parce que j'ai vécu de l'injustice, puis ils ont passé leur vie à dire que leur situation était injuste, fait que je ne retournais pas là. Fait que les gars ne retournent pas travailler. Fait que tu es en maison de transition, tu n'as aucun accès à de l'aide financière. Tu travailles sur l'objectif de te réinsérer. Ah, trouve une job. Non, mais si tu n'as pas la capacité de le faire, comment tu vas arriver à dire hey, j'ai un plan de sortie là, avec un logement? Parce que là, tu n'as plus de réseau. Tu as passé ta vie en dedans. Ta famille est disparue, elle t'a abandonné et tout. Fait que ces gars-là, c'est mes cas d'espèce, là, font quoi? Ils restent là longtemps, Chris. 1 an et demi, 2 ans de maison de transition, mais on n'est pas capable d'avoir un plan qui se tient. Fait que la création des appartements satellites, tu vas dire, hey, j'ai pas une Christie scène, là, mais je vais pouvoir m'en venir. J'ai un gars qui passe en audience pour la semaine prochaine, c'est exactement ça. Le gars a 52 ans, maladie de Crohn sévère, maltraité, avec un régime alimentaire tout croche, pas capable d'aller travailler ici. Il n'a plus de retien-bain. Il dit, je n'irai pas me tenir sur un job. Il y a une phobie sociale, inapte au travail, documenté par un psychiatre. La commission dit il va aller vivre vous. Il faut qu'il se loue un logement. Comment tu vas te louer un logement avec 40$ par semaine? C'est impossible. Il s'en vient chez 40$ par semaine. Ouais, au fédéral, quand ils sont en maison de transition et qu'ils ne travaillent pas, ils ont une allocation, c'est 47$ par semaine. Ça sert à payer ton transport, produits d'hygiène de base et tout, parce que tu es nourri, logé. Fait que, grosso modo, ça te donne quoi, 200$ par mois? Pour du savon, de la pâte à dents, de brosse à dents. Brosse à dents, sac de chips de temps en temps, cigarettes, un forfait de téléphone. OK, ouais. À cette heure, c'est les cellulaires. À l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, des maisons de transition, il n'y en a plus. Fait que, tu sais, on va mettre de l'argent de côté. Même, c'est con, mais les gars ne sont pas capables de s'économiser assez de cash pour se payer une passe de bus mensuelle, qui serait beaucoup plus économique. Fait que là, ils s'achètent une passe au mois où ils calculent le nombre de sorties qu'ils ont besoin de faire pour essayer de rentabiliser. C'est sûr que si tu es capable de retourner travailler, c'est un avantage incroyable. T'sais. Moi, en ce moment, sur 19 gars, j'ai 2 travailleurs. T'sais. C'est ça le ratio. Bon, il y en a qui sont à leur retraite là, en termes d'âge, mais mes usagers qui ont de la capacité de retourner sur le marché du travail sont assez limités. Parce qu'on s'entend, ça va être souvent des jobs physiques. Là. Ben oui. T'as pas de formation, t'as pas d'éducation, t'as même pas de job d'antécédent. Là, ah oui, je travaille à buanderie. Ouais, buanderie de la prison. T'as pas de buanderie dehors. Il y a des gars qui ont des skills là, intéressantes, mais qui sont pas capables de les valoriser. Mes travailleurs en ce moment, il y en a un qui fait de la rénovation résidentielle. Mais il a toujours fait ça à ses sorties, il connaît du monde là-dedans. Fait que parce qu'il connaissait des gens, il était capable de faire ça.
L'autre, il travaille dans une shop à vider des palettes. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça les jobs qu'ils font. Des fois, ils n'ont pas de job de bureau. Là. Non, c'est ça. Ça arrive pas. Ils n'iront pas chez AEW non plus. Service à la caisse ou c'est debout toute la journée. Exactement, même ça, c'est physique. Parce que dernièrement, le service correctionnel payait des cours de signaleur routier. Okay. J'avais bien des gars, je donnais le signaleur. T'as une minute, mon chum. C'est rare être signaleur. 8 heures là, avec ta pancarte. Parce que dans leur tête, ouais, mais c'est facile. Je fais rien toute la journée. Je suis debout à rien faire. C'est ce que j'ai fait toute ma vie en prison. Ouais, mais t'étais pas debout. T'avais l'option d'aller t'asseoir quand ça te tentait, d'aller marcher dans le cours et tout. Là, t'es obligé d'être sur le coin de la rue, beau temps, mauvais temps. Là. L'été, c'est le fun. L'hiver, c'est plate. Quand il mouille, les gars font pas ça bien longtemps. Il y en a qui ça marche. C'est un beau programme, mais c'est un entonnoir. Là. Fait que là, plus ça descend, plus on magané, moins c'est fonctionnel. Mm-hmm. Surtout toi, parce que t'es dans le 50 ans et plus. Oui, j'avais un bonhomme de 72 ans qui voulait devenir bricoleur. Il n'y a personne en dedans là, qui a essayé de le ramener dans le... T'as 72, mon chum. Là. Il pesait 125 livres. C'est bricoleur. Mais il était-tu bricoleur à la base? Fuck all. Okay, fuck all. Il a passé son temps au PEN à étudier en théologie. Fait que, il avait remis sa vie à Dieu et tout, mais il dit que j'ai besoin d'argent. Je dis, mais fais ta demande de pension de vieillesse. Là. Ça va être bien en masse. Il ne devient pas bricoleur. Mais il voulait se tenir occupé au PEN. Fait qu'il a fait le cours de bricoleur pour occuper son temps. T'sais. Mais il aurait pu l'occuper d'une manière beaucoup plus positive pour se préparer à sortir. Il n'a pas été assez bien encadré en dedans. Ben, c'est pas la faute du monde qui travaille en même temps, le gars, il veut faire un... T'es déjà content que ton gars, il veut le faire un cours pour exactement. Faire fait que c'est chose, comme, OK, on mobilise toi. Ouais. C'est ça qui est difficile, puis c'est de les amener à réaliser, avant d'être sortis, les défis qu'ils vont vivre. Ça va être quoi tes défis, mais que tu sortes? Je te pose la question qui est dehors, tu vas être capable de me dire mais si je sortirais de 25-30 ans, j'ai la misère peut-être à prendre le transport commun, reprendre contact avec ma famille, demeurer abstinent. Eux autres, c'est non, tout va bien aller, je vais travailler. Mais après ça, quand ils arrivent dans la vraie vie, ils font tabarnak, finalement, c'est plus tough que je pensais. Parce que tu travailles, mais tu travailles peut-être avec un gars qui va te taper ses nerfs en esti. Après 3 jours, tu vas avoir envie de. Oui. Parce qu'en dedans, s'il y a un gars qui te tape ses nerfs, tu vas voir, tu écris par la tête, tu dis de fermer sa gueule, le craquette qui vient de rentrer puis qui gueule. Tu vas le voir, tu fermes sa gueule, sinon tu y colles une volée, puis tu fais ça à la job, tu perds ta job. Là. Mais même, tu comprends, c'est... Même dans les apparts, là, des fois, on a des plus tannants que d'autres. C'est comme, tu sais, Marc, dans le temps, ça fait longtemps qu'on a réussi une volée. Ça tombe bien, t'es plus dans le temps. T'es plus dans le temps. T'es plus en dedans. Fait que ça se réglera pas de cette manière-là. Fait que là, on va prendre ta situation, on va trouver une nouvelle stratégie pour le régler le problème, qui va être autre chose que se taper sa gueule. On va se parler. Là, des fois, ça se parle rough, mais on est là pour faire la médiation, faire un rôle d'éducation, parce que si tu es en train de te pogner avec ton voisin de chambre dans un environnement qui comprend ta situation, il faut qu'il y ait un travail d'éducation qui soit fait à ce niveau-là, parce que tu partes de chez nous, mais tu vas en avoir un autre voisin fatiguant à un moment donné qui va te couper. Ça se peut que la solution, ça ne sera pas d'écrire une volée, parce que là, ça va te recoûter 2-3 ans en prison. Mais c'est ça. Fait que t'es aussi bien d'apprendre pendant que t'es chez nous. Parce que donner une tape à gueule à quelqu'un, tu peux bien t'en sortir. Donner une tape à gueule à quelqu'un quand t'as des antécédents ou t'as une sentence vie derrière la cravate, tu vas voir que c'est pas trop long, il se pose pas de questions, il regarde ton dossier, puis le juge va cogner vite sur le marteau. Puis une suspension, souvent que les sentences vie, c'est une révocation. Fait que là, ils perdent leur privilège de sortie. C'est 1 an ou 2 avant d'avoir le droit de refaire une demande pour sortir. C'est pas parce que tu fais une demande que tu ressors. Ouais, puis si tu ressors, tu recommences toute la run. Fait que tu recommences la maison de transition, la semi-liberté, repasser devant la commission, performer, comme je disais tantôt, dans ta semi-liberté. Regarde, ça fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais à chaque fois, c'est de plus en plus tough. À chaque fois, tous les acquis que tu as faits, t'es là, mais tu n'as plus l'énergie. Tu n'as plus la confiance en disant mais oui, à chaque fois que je mets de l'énergie, tabarnak, vous me retournez en dedans. Il n'y a personne qui te retourne en dedans, c'est tout le temps toi. C'est toi qui te retournes en dedans, c'est ça. Fait que ce qui est important pour le service correctionnel, c'est de sensibiliser, les gars sur les impacts de leurs gestes, mais aussi tout l'appareil du service correctionnel sur attends, on peut-tu faire d'autres choses avant de les suspendre pour éviter justement que la prochaine fois, ça soit plus tough puis qu'on soit pas capable de les sortir, ces gars-là, à un moment donné. Ça, c'est du long travail. Ils ont été durs, le service, puis ils ont été durs, les délinquants. Mais ça prend ce travail-là parce que à un moment donné, la prison ne réglera rien. Puis
c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin souvent des soins de santé, d'une prise en charge médicale. Puis quand tu sors à 65 ans, là, avec plein de problèmes, là, t'arrives. Salut, docteur de famille. Voici moi qui est tout croche. C'est comme, elle comment ça, vous avez pas fait ci, ça. Mais je pouvais pas, je suis en prison. Moi, à 65 ans, si j'ai commencé à avoir des bobos à 50, progressivement, je vais avoir pris soin. Je vais être magané pareil, mais je vais avoir un build-up pour être fait. Là, tu pognes un gars qui est tout pété. Salut. Un bilan de santé, là, ça prend 2 ans à faire avec nos bonhommes. Là. Puis parce que quand ils se retrouvent chez nous aussi, dans l'environnement sécurisant, c'est « Ah yes! » Là, j'ai plus besoin d'être en mode survie. Quand tu lâches toute la tension, mais là, c'est là qu'il y a certains bobos qui sortent. T'sais. On a un monsieur, cancer stade 4, moi m'appelle. Il dit « Ah, man, j'ai un bon cas pour toi. » Je dis quoi? Cancer stade 4, là, il va mourir bientôt. On le sort parce qu'il est rendu trop lourd pour le pénitencier. Je dis « Chris, il est trop lourd pour la prison, il est trop lourd pour chez nous. » Ben non, c'est ça. Je dis, on est il est pas mal plus équipé que moi. On est un organisme communautaire, on est 5 employés. Là, t'sais. Ouais, mais il va bien, là. Il est trop lourd pour nous autres, mais il va bien. C'est ça. Il va bien. Non, mais là, il va mieux. Il va mieux. Je vais le voir. T'sais. Chris, il arrive en Bessic. C'est vrai qu'il va bien. Puis, parle avec son médecin. Le médecin il dit écoute, stade 4, je sais pas ce qui se passe, régénérescence. C'est drôle, hein? Il a recommencé à mieux filer une fois qu'il était plus dans un environnement carcéral. Il était dehors. Il était supposé aller chez sa sœur. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, il est en maison de transition en attendant, mais il disait comme non, il faut le sortir de là. Il n'est pas supposé être ici. Il est supposé être ailleurs. On est en juillet 2022. Diagnostic de fin de vie. Où? On est en décembre 23. 23, ouais. Je jouais avec hier. Fait qu'il fait 1 an et demi. Ouais. Puis j'ai un de mes employés qui a dit hey, c'est fou, hein? Pas dormir sur un lit de métal, puis être dans un environnement chaleureux avec un peu d'amour, puis de l'affection, puis de la chaleur qu'il y a avec les autres gars. C'est sûr qu'il est condamné. C'est juste là, il va mourir, on le sait, là. Mais au lieu d'être dans un mois, c'est 1 an et demi plus tard. Exactement. Puis tu en formes un peu. Ça commence à être plus difficile. Mais ce monsieur-là va avoir eu 1 an et demi, 2 ans. Pas dire de qualité, mais à l'extérieur, parce qu'il a expérimenté des affaires, mais il a passé 47 ans de prison. Lui, il n'a pas eu le cascading l'habituel. Fait que des fois, il y a des comportements ou des réactions qui sont très carcérales. 47. J'avais pas fait une maçonnerie tantôt. Entre deux podcasts, j'ai oublié de faire une maçonnerie. Comme ça. Mais 47 ans, c'est bon. Fait que lui, c'était dû remonter, puis remonter, puis remonter. Non. 47 ans n'a pas sorti. C'est la première fois qu'il sortait. Puis ils l'ont sorti parce qu'il avait le cancer. Fait que c'est parce qu'il a repogné des sentences en dedans, quoi. Je te confirme, c'était un tannant dedans. C'était un tannant dedans, c'est ça. Il n'a pas pogné de sentence, parce qu'il a pogné une sentence vie, mais il était un peu fuck you, je m'impliquerai pas dans les programmes et tout. Puis il avait commencé à cheminer. Tu sais, probablement que s'il n'avait pas eu le cancer, il aurait fini par le sortir éventuellement. Il n'est pas si vieux, il a 67. Et 67, ouais. 47. Ça fait 2 ans. Ouais, calcul. Fait qu'il est rentré genre 18 quasiment. Délit a eu lieu avec 18-19, il est rentré à 20. Puis il est sorti à 65. Ouais. S'il n'était pas stade 4, tu aurais dit je veux son nom, mais je vais parler à cet homme-là. Moi. Tu as eu un gars qui est rentré mineur là, pour un homicide. Ouais. Le gars que je te parlais, qui ne pourra pas venir ici parce qu'il faut qu'il monte les marches, il est rentré à 16 ans sur un vol de char. Rentré aux peines. C'était une autre époque, là, il y a 82, ça fait 60 quelques années. Un vol de char aux peines. Mais il est en Ontario, vol de char, on pogne une sentence au pénitencier parce qu'il tue un autre détenu. Il rentre pour un vol de char, finit avec une sentence vie. Puis lui, il est dehors depuis 15 ans. Moi, je suis dans son dossier depuis 7 ans. Puis en 7 ans, le mandat qu'on m'avait donné au départ, c'était sors-le de son environnement de merde. Il vivait dans le pire style logement que j'ai jamais vu à Montréal. Là. Je me souviens, j'avais été avec une stagiaire, puis je grattais le frigo qui était rempli de crasse. Puis il était comme, c'est dégueulasse, parce que j'étais pas sûr que c'était de la rouille, de la crasse, des punaises, des rats, des dégâts d'eau. Pas de fenêtre dans le logement, dans un sous-sol, une espèce de crack house qui louait à des gens qui sortaient de l'hôpital Douglas en psychiatrie. T'sais. Comment ce monsieur-là a fini par se retrouver là? T'sais, parce que à chaque fois qu'il déménage, il faut qu'il y ait l'autorisation de leur agent de libération. Là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a dit « C'est une bonne idée! »
Voyons, Chris. Mais j'y allais avec son agent qui, légalement, il vivait là, elle pouvait plus genre, changer la position. Puis, ça a pris 4 ans, là, sortir de cet environnement-là. Puis finalement, c'est même pas avec nous et nos interventions, mais un peu. Son conjoint, il y avait un conjoint violent. Il battait avec bâton de baseball, couteau à la gorge et tout. Fait que là, à un moment donné, il a juste dit, ça fait. Il était en prison. Il a continué à vivre dans le logement malgré tout. Il voulait pas sortir de là. On continue à aller le voir sur une base régulière. Jusqu'à temps que le conjoint sorte de prison, puis ils viennent dans le logement avec un couteau pour le réattaquer. J'appelle François à ce moment-là. Il sort, il me dit, il est dans la maison. J'appelle les policiers. Les policiers disent, vous venez ici tout seul? Ouais. Ils disent, nous autres, on doit être ici 8, là, minimum. On mettait. T'as une uniforme, là. Moi, j'ai l'air de nobody, là. Fait que on n'a pas le même rôle, pas le même travail, puis le bonhomme est sorti avec son couteau. Ils l'ont arrêté. Puis il a fait, ouais, il est temps que je parte. Passé 2 heures dans nos appartements satellites, fait le bilan de santé, les rendez-vous médicaux, toute la patente. Finalement, se fait opérer à cœur ouvert. On diagnostique un cancer, des enflures d'un jambes et tout. Depuis le 1er novembre, il est parti. Il vit en RPA. Il est heureux. Il était déjà allé avec la semaine passée. Il dit, Chris, c'est bizarre. Il y a plein de bonhommes. C'est tous des alcooliques. Parce que lui, dans le fond, son environnement dans lequel il a toujours vécu, c'est tu peux pas boire, tu as des conditions qui t'en l'interdisent. Fait qu'il dit, je m'entends bien avec les madames. Ça a pris 7 ans, juste ce dossier. Ils ont le droit de boire pareil. Ben oui, mais tu es en. Exactement. C'est ça, la bouteille. Oui, mais j'ai 80, je vais boire mon verre de vin rouge. Là. Fait que ça se peut qu'après ma demi-bouteille, je vais être gorlot puis je vais être fatiguant. T'sais. Mais lui, il n'a pas le droit de faire ça. Fait qu'il juge les gens. Christ a des comportements sociaux qui sont inacceptables. C'est rendu fou tellement qu'il a été drillé justement par son environnement. Là, on part à gauche, à droite. Oh, mais je trouve ça super intéressant, man. Ça, je te coupe pas, je t'écoute depuis. Je parle pas mal plus que ça d'habitude, mais je trouve ça. C'est juste fucking intéressant d'avoir ces histoires-là, parce que c'est du monde. Honnêtement, c'est parce que. Toi, tu vois un bonhomme sur le bord de la rue, là, qui caque là, sur le bord de métropolitain avec son verre et tout ça. Là. Tu ne connais pas son histoire. Puis c'est peut-être une histoire de même. Absolument, mais tu sais, la beauté d'avoir une sentence de vie, c'est que tu as des intervenants avec toi toute ta vie. Parce que tu vas être suivi. Fait que tu peux pas aller vivre en itinérance. Parce que tu as besoin d'avoir une adresse légale. Une adresse légale. Fait que si tu tombes itinérant, ben, ils vont t'envoyer à la maison de tension, ils vont m'appeler, venir vivre dans nos appartements satellites. Ils ils vont t'envoyer en prison. C'est ça les options. Parce que aussi, qu'est-ce qui t'amène vers l'itinérance? Bon, il y a une crise de là, on parle de sentence de vie. Les sentences de vie, exactement. Tu peux avoir une sentence fédérale sans avoir une vie, puis c'est ça, te retrouver au... Là, tu peux te retrouver dans la rue. Fait que l'avantage de la sentence de vie, c'est que tu peux pas avoir ça. C'est weird. C'est weird l'avantage, ouais. Non, mais c'est weird d'entendre l'avantage de la sentence vie. C'est 2 mots qu'on s'entend. C'est la première fois que je les entends coller ensemble. Mais c'est ça, mais il y en a. Des avantages. Puis, tantôt, je te parlais de Michel Dunn qui a dit un affaire. Maintenant, on avait été rencontrer des GoPen, club de libérés vie. Pas de libérés, de détenus sentencés vie. Il dit le jour que tu comprends que ton agent de libération conditionnelle, c'est ton outil pour avancer et non ton ennemi pour te surveiller, c'est là que tu vas commencer à cheminer. Je la réutilise aujourd'hui parce que c'est vrai. Parce que l'agent de libération, elle, ce qu'elle fait des recommandations puis elle fait de l'évaluation sur t'es-tu dangereux ou pas. Parce que la prémisse de base, c'est est-ce que cette personne est dangereuse pour la société? Tu lis tous les documents de cours de la commission de libération, c'est tout le temps le risque est assumable, inassumable. Si tu lui donnes pas d'outils, pas de munitions pour dorer ton histoire et dire hey, écoute, ce gars-là, là, s'il est dehors, c'est pas dangereux. Okay? Même si il a brisé les conditions. Mais tu vas être capable d'avancer. Parce que tu vas être capable de t'enfarger les pieds de temps en temps, mais de continuer à avancer. C'est pas vrai que tu vas devenir plus catholique que le plat parce que tu en sortais là. Fait que, nourris-la. Mais c'est parce que souvent le réflexe, c'est Chris. Je me protège. Là. Je me suis fait attaquer toute ma Christie de vie par le service. Fait que je peux pas leur faire confiance. Puis là, faut que tu finisses par réussir pour que ça fonctionne bien. C'est rough. Là. J'ai rarement entendu un ex-détenu parler d'un agent de service, pas de correctionnel, mais un agent de libération conditionnelle comme étant un outil. Ouais. C'est pas mal... ça me calisse pas à paix. C'est qui est fatigant. On fait encore un rendez-vous. Là, je chiale là-dessus. Elle me gosse avec ça. Mais je comprends leur angle, tu sais, au gars. Ça, on l'entend souvent. Puis
un de mes cas aussi que j'aime bien, c'est un gars qui faisait des vols qualifiés. OK. Là, à un moment donné, il commençait à être trop vieux pour faire des vols qualifiés. Fait qu'il déposait des papiers sur le comptoir. Le comptoir. Puis il disait, je suis armé de moi à la caisse. Ah, ben, il n'y avait rien dans ses poches. Il y avait juste un papier. Oh, ouais. Mais la personne derrière le comptoir ne le sait pas. Fait que là, lui, il est bien fâché que ce soit des crimes de violence et tout. Fait qu'il y a eu des sentences. Puis pour vrai, tu regardes le dossier. C'est vrai que tu as été jugé ultra sévèrement, mais c'est parce que tu as tellement eu de patentes dans ton affaire qu'à un moment donné, ils font comme fuck you, on ne trosse pas. T'sais. Puis là, ça fait 5 ans. Stable. Consomme de temps en temps probablement. Puis il a une super bonne relation avec son agent de libération. Tantôt, je te disais, aux semaines, aux 2 semaines, au mois. Là, il est aux 2 semaines, je pense. On veut le mettre au mois, parce que sa sentence finit dans 2 ans. OK. Il veut pas. Oh. Il veut pas. Là, je te verrai plus. Ben, pas moi, là, mais. Non, ouais. Qui c'est qui vaut dans sa vie? Là? Son agent de libération conditionnelle, puis le stade d'oxygène. Pas mal tout. Lui, si t'enlèves l'agent de libération, ça fait 5 ans qu'il est avec. Je dis, non, t'es rendu quelqu'un qui fait partie de ma vie. Chris, j'ai vu ma soeur avec toi, j'ai repris contact avec ma fille avec toi. Fait que tu deviens un aide significatif. Pas, là. Exactement. Fait que là, si tu m'élargis à dire tu me donnes du lousse qui devrait être positif, je perds une socialisation. Je n'avais un vieux bandit. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de. C'est du cas par cas, faut que tu gères ça. C'est pas. Moi, je le vois même pas comme un agent et un détenu, un intervenant d'oxygène. C'est à la base, c'est 2 humains qui établissent un lien de confiance. Fait que si il n'y a pas de lien qui s'établit entre les deux, ben c'est sûr qu'on va être de même. Je te trosse pas, tu vas me passer une crasse, puis tout. Des 2 côtés. Là. Parce que le service aussi, c'est méfiant parce que attends, si tu vas faire un délit, je peux être imputable en tant qu'agent de libération conditionnelle. C'est une responsabilité, là. Fait que je vais m'assurer que les choses vont bien. Ouais, c'est ça qu'il lui, il est comme hey, pour toi, chien, qui a un petit numéro, puis j'ai un chèque de paye, puis si l'autre est là, toi, tout ce que tu veux, c'est me crosser, puis me faire passer des. Tu vas essayer de m'en passer des petites vites. C'est sûr que tu peux pas arriver avec cette mentalité-là, tabarnak. Je comprends que le gars, à base, il a cette mentalité-là, parce que, surtout quand tu sors de gros temps, puis tout ça. Mais, j'espère que, j'imagine que, comme dans tous les métiers, il doit y avoir des bons agents puis des moins bons. Là, exactement. Dans tous les corps de métier. Là. C'est ça. C'est le facteur humain qui doit être prédominant. Puis la chance qu'on a, nous autres, à Oxygène versus les maisons de transition, parce qu'on travaille sur du long terme avec les gars, je t'ai dit tantôt 7 ans, là, c'est que tu as le temps, en masse, de vivre plein d'affaires, d'établir un lien significatif, de devenir une personne qui a une influence positive. Maison de transition, c'est genre 6 mois, 1 an, c'est un peu plus quick. Il faut que ça soit performant. Nous autres, on peut respecter le beat. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que quand on m'a offert cette job-là, je suis arrivé là-bas, puis je disais, hey, Chris, man, c'est pas moi qui impose le beat, là. C'est eux autres. Toi, t'es là juste pour qu'ils continuent à avancer. Fait que quand ils arrêtent de donner une petite poussée, tu continues à avancer, que ça soit lent ou pas, puis tu travailles dans cette optique-là. Tu n'es pas juste en train de travailler tous les facteurs criminogènes et les affaires qui sont dangereuses nécessairement. Tu es aussi dans le... faut travailler ton bien-être. C'est un humain qui est bien. C'est un humain qui va faire le bien. C'est sûr que s'il est en douleur, il n'est pas capable de rien faire, il est dans une précarité financière, il a de la misère à se loger, ben tu l'as dit tantôt, peut-être qu'il va tomber dans ses vieux patterns. Chris, je vais aller me doper à la face parce que j'ai mal partout, puis quand je suis gelé, je sens rien. J'ai moins mal. J'ai pas d'argent, je vais aller faire un vol, je vais trouver quelque chose pour avoir du cash rapide. Si il est bien logé, il est capable de gérer ses douleurs de manière legit. Là, c'est prescription de cannabis, là, c'est fourré en ce moment. Là. Mais il va être beaucoup plus adapté à poursuivre que... T'as dit ça, ça me fait sourire, parce que c'est ça. Il y a bien des gars qui vont chercher des... parce qu'ils n'ont pas le droit de consommer ni d'alcool ni de drogue, même si le weed est rendu légal, comme l'alcool est légal, mais ils n'ont pas le droit. Mais s'ils ont une prescription... Le service ne peut rien faire. Je te dirais, ce qui change... il y a eu un moment où les gars pouvaient aller s'acheter du pot à SQDC, même s'il y avait une prescription médicale. Mais le pot à SQDC, techniquement, est un pot récréatif. Fait qu'il faut que ça vienne d'un fournisseur médical. Fait que là, ils ont rechangé leur barème, si on veut. Par contre, la particularité, c'est que tu peux aller chercher des prescriptions au Nouveau-Brunswick, en Ontario,
un petit zoom avec un médecin, merci, bonsoir, ta prescription. Fait que c'était beaucoup plus simple. C'était pire depuis la légalisation du cannabis. Puis, genre, tu payes 175$ de ta prescription. Fait que c'est vraiment médical, il n'y a pas de consultation avec le médecin traitant, avec le psychiatre en cause. Fait que c'est un peu crisp. Des fois, il y a des plans de traitement de santé mentale qui sont faits avec l'équipe de santé mentale à partir du pénitencier. Le gars sort dehors, première affaire qu'il fait, prescription médicale. Quel est ton plan? Là, tu as l'équipe santé mentale qui est comme, mais là, Chris, ça marche pas. Mais légalement, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Ouais. La seule chose qu'ils ont resserré, c'est que maintenant, en maison de transition, ils vont souvent demander une prescription d'un médecin québécois. Et ça, c'est plus dur à obtenir. Fait qu'ils vont creuser un peu plus, ils vont avoir une consultation avec le médecin traitant, avec les antécédents, alors que les autres provinces s'en foutent un peu, eux autres, ils font du fric là-dessus. Puis à un point que les maisons de transition s'étaient rendues un dépositoire de weed, là, parce que dans les maisons de transition, tu peux pas avoir ta médication. Puis t'arrivais, bon, mais salut, je suis revenu de ma journée, là, tu remettais ton bac de weed, t'allais dans ta chambre faire tes affaires, tu repassais, bon, mais je vais prendre mon weed, je vais aller fumer mon pot. Fait que là, t'es intervenant en maison de transition, tu rouvres le coffre, tu donnes du pot. C'est un peu weird. C'est un peu weird, là, c'est vrai. C'est vraiment particulier. Fait que des fois, tu dis, ah, mais prenez-le sous forme d'huile. Ok, ouais. Mais tu peux recommander, mais vu que c'est une prescription, tu peux pas imposer. Tu peux pas, non, c'est fait que la seule chose... Comme dire, hey, j'ai mal à la tête, je vais prendre du sirop. Non, faut que tu t'avales des pilules. Ouais, mais Chris, s'il se fait en sirop, moi, le prendre dans le sirop. Avant que le pot soit légal, la première prescription de cannabis que j'ai eue dans une de mes maisons, je disais, hey, tu pourras pas l'avoir. Puis l'agent était bien de mon bord. Fait qu'on a dit, prends-la sous forme d'huile. On veut une prescription sous forme d'huile. Parfait. Appelez son médecin. Forme d'huile. Belle prescription forme d'huile. Mets ça dans le dossier. Il appelle son médecin. Maintenant, je veux prescription séchée. Prescription séchée. Il nous a juste pas bien si elle a séché. Fait que le jour qu'il s'est fait pogner avec son weed séché, il dit, mais j'ai le droit. Puis il avait raison. Et que l'agent était en tabarnak. Mais on apprenait à ce moment-là. Ouais, non, mais tu sais, les gars font des passes. Hein, ben oui. Hey, on va se le dire, là, quand t'as passé du temps dedans, là, tu sors de là avec d'autres outils, parce que t'es wise. Qu'est-ce que t'as rien que ça? Faire des plans de marde, là, pis des niaiseries, t'as rien que ça à faire de tes journées, penser à des façons de contourner les règlements. J'avais fait un stage au Pen à Drummond. Puis là, j'étais avec les CX. Stage d'observation. Je passais la journée là-bas à me promener des wings. Les CX, c'est les screws, dans le fond. Les agents de service correctionnel. Ouais, c'est ça. Agent de service correctionnel, c'est le terme au provincial. Puis au fédéral, c'est des CX. Okay. Probablement, c'est correctional, machin, quelque chose en anglais. Là, puis il y a CX1, CX2, là, font du suivi. Il y en a qui en ça reste des screws au fédéral, au provincial. Ouais, dans le jargon, pour les gars, c'est la même affaire. C'est la personne, souvent, qui est de première ligne. Soit dans les pénitenciers avec les femmes, c'est des IPL. Et je commence ma journée, je suis dans une rencontre de briefing avec tous les agents. Puis ils expliquent la nouvelle manière de cacher de la dope dans une canne de gilette là, en mousse, puis avec les faux fonds. J'étais là, tabarnak, je sont wise. Après ça, il y a comme un musée, genre des trucs qui ont été soit confisqués ou construits. Des chaises en bâton popsicle là, qui tiennent un trône de Père Noël. Là, j'ai un flash, j'ai aucune idée. Je pars dans le personne. J'ai aucune idée, j'ai aucun souvenir de où, de pourquoi, mais je sais pas, c'était une sortie d'école, je sais pas, mais j'ai déjà vu ça dans une place, c'était un présentoir où c'était toutes des armes qui avaient été... Mais je me souviens pas, puis je sais que j'étais jeune, mais je me souviens pas. Ouais. Pourquoi t'étais là? La raison, le motif, j'ai aucun souvenir, mais je me souviens d'avoir un agent qui me présente un comptoir avec une brosse à dents aiguisée, puis il y avait tout... Ticu, tu sais, assez ticu pour pas me rappeler pourquoi j'étais là, c'était où, mais pas assez pour faire. Okay, je me souviens que j'ai vu des armes weird, fait, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, l'imagination, ils l'ont, puis ça m'amène à Alain, un gars qui il avait 63-64 ans. Moi, j'avais mettons 32-33 dans ce temps-là. Puis il me dit, Calice, Marc, ça n'a pas de bon sens. J'ai le double de ton âge. Tu es en train de m'expliquer comment la vie fonctionne. Je réfléchis, genre, mais là, tu as mise à jour de sa situation d'impôt, pourquoi c'est important, le dialogue. Là. Je sais, Alain, moi j'ai 33. Fait que j'ai 33 ans de vie d'expérience. Toi, tu as 60, on dit 60, c'est plus facile à calculer. Tu es rentré au Pen à 19. Fait que tu as 19 ans de vie extérieure, puis là, la dernière année. Fait que tu as 20 ans de vie extérieure. Fait que j'ai 13 ans de plus d'ancienneté que toi. Par contre, demain matin, moi, je me retrouve au Pen. Et tabarnak, je te cherche.
Je veux tes 25 ans d'expérience. Je veux les prendre. Mais moi, je les apprends avec toi en même temps. Parce que tout le fait qu'on... Tu sais, tantôt, je parlais que c'était humain. Fait qu'il y a des échanges. Ils nous échangent sur leur parcours, ils nous échangent et tout. Et tu reçois ça, puis c'est comme, OK, t'es capable de t'imaginer. Fait que c'est sûr que demain matin, je prends quelqu'un que mon âge, qui n'a pas le même background, qui se retrouve au pen. Puis moi, je pense que je vais être plus outillé. Mais probablement aussi qu'avant de commettre un geste délinquant, je vais avoir une réflexion qui va être beaucoup plus grande pour avoir côtoyé justement tout ce que ces gars-là ont vécu. Fait que je dis, ton expérience est juste pas valable actuellement, mais dans la vie, c'est ça. Tu sais. Puis la manière dont tu résous tes conflits, ça marchait en dedans. Puis c'était normal. Parce que c'est ça les codes du milieu. Là, il faut que tu apprennes plein de nouveaux codes. Fucking tough, là. Je le compare des fois à une immigration. Tu reviens dans un autre environnement qui a des codes sociaux complètement différents. Fait que si tu me prends, tu m'envoies en Libye, là. Il te fourrait raide, là. Je connais rien à Libye, moi. Mais toi, t'arrives ici dans un milieu que... Puis les codes des années 70, là, on n'est plus là. Tu t'arrives du Libye, tu arrives au Québec, ben tu veux parler à un Québécois qui t'explique comment ça marche le Québec. Ben oui. Tu veux pas parler avec un Libyen qui est arrivé il y a un mois. Là. Ça ne donnera rien. Là, pourquoi qu'on parle du Libye? J'ai choisi un pays, là, j'aurais pu dire n'importe quoi. Mais je vais te poser une question. Mais là... Je vais revenir. Je vais essayer de ne pas oublier la question que je vais te poser. Ça va faire du montage. Je vais faire... non. J'ai pas le temps de faire du montage tant que ça. Mais non, dans le fond, fait... Parce que là, on est tellement parti à gauche, à droite. Excuse. Fait que, non. Non, mais moi, je suis tout le temps éparpillé. Je suis tout le temps c'est bien correct, c'est bien correct. C'est juste que je veux mettre... fait que dans le fond, toi, en ce moment, là... Fait que si je mets ça, je simplifie ça. En ce moment, on peut-tu dire que tu gères une maison de chambre pour des détenus 50 ans et plus qui ont fait du fédéral, des grosses peines. C'est à la plus simple expression. À la plus simple expression. Il n'y en a pas une, il y en a deux. OK. Fait qu'on a 2 maisons de chambre, une de 10, une de 9 lits. Fait que vous avez 19 chambres. 19 chambres en deux unités différentes. T'as-tu 19 gars en ce moment? 17. 17. Fait que t'as 2 chambres en ce moment. Ouais, mais là, d'habitude, je suis plein. Okay. Mais cette année, on a ouvert un bloc complètement neuf de 15 logements 3,5, qui est un OBNL d'habitation à 25% financé comme un HLM, dans le fond. Okay. Fait qu'il y a bien de nos usagers qui étaient dans les appartements qui sont partis le 1er juillet, fait que ça a comme vidé la moitié de la maison, fait que là, le temps de la remplir. Février, je vais être plein. Puis à quoi ça ressemble, justement, y a-tu beaucoup de monde qui font comme « Chris, j'aimerais ça être là, j'ai plus de place ». Ben oui. C'est ça. Fait que vous êtes... Fait que t'aides 19 personnes à la fois, mais tu pourras en aider. Ben, en réalité, on en aide probablement plus 45-50 à la fois. Ouais, avec les autres. Parce qu'on a des gars non, mais on a des gars à l'externe. Qui ont habité avec vous autres pendant un bout. Qui ont habité ou pas. OK. Mais donc, en fait, vous en hébergez 19 à la fois, mais tu sais, il y en a peut-être 40 qui aimeraient avoir vos services pendant en même temps. Exactement, mais tu peux pas. Non, je comprends. Puis, c'est des séjours qui sont plus ou moins longs. C'est dur des fois de dire « Hey, tu vas avoir de la place au mois de mai. » Peut-être. Ça ressemble à quoi, mettons, entre quoi puis quoi? Je veux dire, le gars qui est resté le moins longtemps chez vous puis le gars qui se fait le plus longtemps qu'il est là, mettons. 1 heure, le moins longtemps. Même 0 minute, là, il est censé arriver puis il arrive jamais. Là. Ah, OK. Ça arrive. Ah, fuck. T'as été choqué, toi, dans un podcast? Moi, des fois, je suis choqué dans les émissions. Ah, OK, tu vu ça, ouais. Sinon, je te dirais, les séjours à 2 ans, ça commence à être pas mal le max. C'est pas tant qu'on n'est pas capable d'avoir plus longtemps, mais c'est de l'ambiance naturelle. Parce que le gars arrive, il se stabilise, ça devient quasiment un milieu familial. Autonome, entre parenthèses. Oui, mais après 2 ans, il y a du monde qui commence à partir. Là, t'es le doyen, il y a des nouveaux qui arrivent, fais peut-être pas ton affaire, ça change ta routine. Et là, tu commences à avoir mon troc de vivre en communauté. Là, je suis rendu à passer. Fait que ça devient tellement irritant à un certain moment que là, tu veux partir. Autant qu'au départ, c'est confortable, qu'il faut que ça devienne irritant. Sinon, Chris, tu vas rester là jusqu'à la fin de tes jours, au prix que ça coûte. C'est pas le plan non plus. C'est pas le plan. L'objectif, c'est vraiment que ce soit un séjour temporaire. Il y a des gars qui, après 1 an, ils sont prêts à partir. Disais, c'est vraiment un tampon entre la transition et la vie. Des fois, il y en a qui n'en ont pas de besoin, des fois, il y en a qui en ont besoin. J'ai eu des gars qui sont partis, qui sont revenus, qui sont partis, qui sont revenus. OK. Part, fait 6, 7, 8 mois, ça chie, ils tombent dans la consommation d'alcool. Le service, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent, écoute, chez vous, ça allait bien, il y avait une bonne relation avec vous autres, il était capable de gérer son abstinence, on le ramène, plutôt que justement, retourner aux peines, pour le ressortir chez nous. Ou de le remettre en transition. Exactement, fait qu'il n'y a même pas un séjour en prison. Là.
La décision vient de l'équipe de dire OK, parfait, on l'amène. C'est on l'amène du cas directement. par cas, on va se le dire, là, ça dépend. Ça dépend toujours, mais tu sais, veut qu'on travaille avec les vieux de la vieille, comme on dise. Tu sais, le service a cette flexibilité-là, puis on apporte aussi une certaine, je ne vais pas dire crédibilité, mais quand que la commission se repenche, parce qu'à chaque fois qu'il y a un bris de condition, la commission va relire le dossier. Bon. Pourquoi le gars est brisé? Pourquoi il était pas suspendu? Mais pourquoi ça fait 3 ans qu'on n'entend pas parler, puis là, tout à coup... Exactement. Fait qu'il revisite tout ce qui était fait comme intervention. Fait que si t'es trop soft, tu sais, t'es l'agent de libération, tu dis « Ah, t'as consommé de la coke. Écoute, va faire un meeting, là. Va faire un plan de libération, liberté maintenue. » Mais la commission pourrait bien dire « Non. Ce gars-là, quand il consomme, voici ce qu'il faisait. Non, c'est pas assez sévère. On le suspend, on l'amène aux peines, on veut s'asseoir avec, on veut jaser avec. Qu'il nous fasse ses preuves, puis après ça, on leur sortir. » Fait que souvent, les agents, stratégiquement, ils vont être un peu plus sévères pour éviter cette situation-là. Écoute, on va te retourner 2 mois à maison de transition, prends ton trou, tu stabilises tes affaires, tu retourneras. Là, ça passe sur le bureau de la commission. OK, c'est cool. On continue. Fait que tu as évité une incarcération. T'sais. C'est un peu ça l'objectif. Mais tu sais, il y a une différence entre quelqu'un en rajoutant des couches, mais on rajoute des options. Mais tu sais, aussi, je veux dire, si quelqu'un dans les 5 dernières années, il y a 3 bris de condition, puis l'autre, ça fait 5 ans que tu n'en entends pas parler, puis là, on va dire, il titubait dans la rue parce qu'il est sorti dans un bar. C'est ça. Il a peut-être, Chris, il l'a échappé one shot, puis il s'était fait une blonde assis, il s'est pogné avec, puis... Tu parlais tantôt, j'ai 19 gars en même temps dans des apparts, puis tu sais, j'ai peut-être 25-30 bris par année, 2 suspensions. Tu sais, pas parce que tu fais un bris que tu as une suspension, puis des bris, tu le dis, c'est comme un bris de pas passion, tu sais, c'est pas que tu as fait un délit. Tu as pris une bière, t'as pas remis ton budget, t'as des situations t'as des dépenses financières que t'es pas capable de justifier, t'as envoyé de l'argent dans un autre pays, tu n'es pas supposé, tu sais. Puis plein d'affaires qui font pas de victimes, tu sais, mais qui fragilisent la confiance que le service ont avec le gars, puis qui fait en sorte qu'on va être plus méfiant, tu sais. On va se le dire, garder la paix, ça le dos large. Qui est la première, toujours nommée, donc garder la paix. Mais garder la paix, tu sais, tu vas le voir plus au provincial. Ben, la condition, ce qu'ils appellent les conditions usuelles, tout le monde l'a. Mais garder la paix, là, pour qu'ils l'appliquent, il y a une autre couche. Là, derrière, mais... C'est un peu comme « Hey, t'es suspendu, fumer du weed! » Tous les gars au provincial disent ça. Là. Ah, là, il arrivait. C'est vrai? Marco, tu l'as suspendu qui fumait du pot. C'est ça qu'il te dit? Oui, c'est OK. Tu divulgues pas l'information, mais c'est vrai que ça a été le prétexte final. Mais c'est quoi toute l'histoire, puis le background, puis l'historique? Ça, il t'en a pas parlé, tu sais. Parce que c'est je prends la picture aujourd'hui. C'est pour ça que tu me suspends. Non, c'est pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais, parce que sinon, les gars vont arriver. Mais Chris, t'es bien cave d'avoir fait ça, puis ça, puis ça. Puis je suis là, que j'ai juste fumé un bot, puis ils m'ont ramené. Exactement. Les hosties sales, puis là, c'est ça. Fait que là, ça arrive. Ils vont pas dire, non, c'est parce que ce que je t'ai pas dit, c'est quand j'ai fumé du weed, j'étais arrivé chez nous, mais c'est pas rien que ma blonde, il a collé une claque à la gueule. OK, celle-là, t'as pas été. Non, il l'a pas raconté, tu sais. Puis un beau moment, j'avais vécu en transition quand j'étais dans Rosemont. Il y a un gars qui arrive bien baraqué, tu sais. Il arrive du fédéral. Il rentre dans même, là, comme. Le joue au tough, là. Tu vois que c'est sa première remise en liberté, puis on a un vieux bonhomme, il ressemble au Père Noël, là. C'est une grande pinche, il met la main sur l'épaule, puis il dit « Man, ça sert à rien. C'est une bonne place. » Fait que quand t'as ta promo qui vient de tes usagers, là, c'est la meilleure promotion que tu peux pas avoir. Ouais, parce que le gars, c'est ça qu'il connaît. Lui, il faut qu'il arrive, il faut qu'il... Bon, en partant, là, je suis gros, puis il pas, parce que... Oui, puis tu sais, c'est un gars du fédéral qui rentre dans une maison provinciale, fait que, je rentre avec les coucous, avec les soucoupes, c'est un peu ça le préjugé. Ouais. Tu sais, le gars qui a volé du steak haché chez GA, lui, il va au provincial, les vrais délinquants, nous autres, on va au fait. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pas vrai, là, nécessairement. Là. Non, mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup d'itinérants, beaucoup de gens, tu sais, que, justement, avec des plus marginalisés. De santé mentaux, des gens qui, justement, plus de la rue, qui se retrouvent pour des petits délits qui se retrouvent au provincial. Fait que, il y a quand même un pourcentage élevé au provincial qui sont reliés aux problèmes de santé mentale, puis à la pauvreté, puis c'est ça. Là, puis, ceux qui tombent dans le cercle, mais justement, ils finissent à plus vouloir sortir. Là. Moi, j'en ai un, c'est exactement ça. C'est pas un grand criminel de carrière, mais c'est un mauvais criminel de carrière parce qu'il se pogne à chaque fois. Tu regardes son dossier, il y a 2 sentences au fédéral. C'est parce qu'à chaque fois qu'il ressort, il refait un vol, il fait une intro. Ça fait 28 ans qu'il fait du temps. Il y a 2 sentences.
Mais à chaque fois, il refait des livres, fait qu'il se fait tout empoigner, fait qu'une Ouais, ben, sentence cumulative par-dessus une autre. Là. On a reçu, je sais pas, tu connais Philippe Vaillancourt qui travaille pour l'organisme POSA. C'est plus relié avec la DPJ, avec la maison Stéphane Fallu. Puis c'est ça, tu sais, lui, il a 26 ans de fédéral. Puis c'est tout du liberté illégale, liberté illégale, c'est ça. Fait que lui, il continue, il fait comme, hey, qui m'arrête ou qui tape mon nom parce que je suis en train de faire un crime ou qui tape mon nom parce que je marche dans la rue, me faire arrêter. je remonte. Fait que tant qu'à ça, je continue à faire des estis de conneries. Tu sais, je fais de l'argent en même temps, fuck off. Là, tu sais, fait que c'est ça. Je te pose une question. Parce que c'est quelque chose que j'ai entendu à quelques reprises. On a même déjà vu ça dans un film. Un monsieur qui fait du gros temps fédéral, longtemps, il sort, puis il s'arrange pour y retourner. Ouais. Ça arrive, là, for real, là, tu sais. Parce que dehors, non, pas capable. Ils sortent de maison de transition. La journée exposée de sortir de maison de transition, ça va dans un bar, puis ils se packent la face, puis ils se boit avec quelqu'un pour se faire monter. Ouais, ça arrive. Souvent. Assez souvent. J'avais un gars au peine à Drummondville, 48 ans. 48 ans de peine? Il y a 48 ans de peine. 48 ans de peine. Il y a 70. Là. OK. Il sort en maison de transition. Aucune condition. Aucune condition. Vas-y, man. On te fait confiance. Sors. Première journée, il va prendre une grosse bière au bar. Il revient à la maison de transition, il est chaud. Légalement, il a le droit. Il n'a pas le droit avec la maison de transition. Fait que finalement... OK, pas de condition. OK, fait que... Chris, c'est... Parce que si tu mettais des conditions, c'est sûr que tu suspendais l'heure que tu sortais. Okay. Fait qu'ils l'ont bêté. Il a fait 3 semaines. Mais à chaque fois qu'il sortait, son objectif, c'était de se faire suspendre. Mais comment tu te fais suspendre quand t'as pas de conditions? Puis tu veux pas faire de délit. Tu sais, lui, je veux pas battre quelqu'un. Je veux pas faire une victime. Mais je veux pas être dehors. Mais t'es rendu... Faut te sortir, là. Ils l'ont essayé, ça n'a pas marché. Je sais pas ce qu'il en est devenu aujourd'hui. J'ai plus de contact avec. Il a fait quoi? Tu te souviens comment il a réussi ça? C'était une accumulation de vols qualifiés. C'était un gars qui faisait des coffres forts puis des banques là, à l'époque. Qui a recommencé pour... non, mais pour être remonté, je parle. Là. Ah, ils ont fini par le suspendre parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de place. Fait que est-ce que c'est assumable qu'il soit dehors s'il n'y a pas un environnement encadré? Parce qu'il est quand même dans un statut légal particulier. Puis les maisons de transition, s'ils ne t'acceptent pas, tu vas où? Ben, tu peux pas aller chez vous parce qu'il faut que tu sois encadré. Fait que, on t'emmène au pénitencier. C'est ça qui est arrivé dans son cas. Les gars ont été tellement encadrés, tu veux dire. C'est rare, 40 que t'as passé. C'est que t'es drillé, tu sais. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gars aussi, tu sais, ils travaillent. OK, tu rentres en dedans, plus en 25 ans. Je sortirai jamais d'ici. Là, à un moment donné, tu t'en rends pas compte. Ça fait 25 ans. T'es rendu. Hey, je pourrais faire ma demande. Ça fait 25 ans que t'es dans ton beat, t'as tes chums, t'as ton environnement, t'es relativement confortable. Je pèse mes mots. Mais ça, en tout cas, tu penses... Avec des gros guillemets. Ben, tu penses que t'es confortable. C'est ça, exactement. Puis, tu penses que tout va bien, tu sais, c'est parce que t'as accepté ta situation, puis t'es cool avec, tu sais. Là, tu cries pas. Là, toi... L'agent est en dedans. Bon, mais lui, il faut que je prépare son cas. Il sort, lui, il y a une date légale. Sentence vie, il n'y a pas de date légale. Je vais le faire quand je vais avoir le temps. Il finit sur le dos du classeur. La poussière embarque. L'agent part, le nouvel agent qui rentre. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak. Il faut travailler dessus. Là, convoque le gars. Pourquoi soudainement, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi? Ben oui, non, mais là, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 30 ans que t'es ici. Il faut commencer à vouloir travailler, sortir. Hein? Non, je m'étais fait à l'idée de rester en dedans. Moi, moi, je meurs ici, là. Fait que j'en ai des dossiers comme ça. Pourquoi t'as pas fait de demande? Bon. Ouais. Faisais mon temps. Faisais mon chiffre. Personne ne m'achalait. Puis là, à un moment donné, c'est une agente, puis ils sont reconnaissants. Là, genre, Cindy est arrivée, puis là, finalement, elle a voulu changer ma vie, puis je suis content. Comme, bon, j'avais la pelule, je sortirais pas. Fait qu'ils sont même plus engagés dans leur propre mise en liberté. C'est fou. Après ça, ils sortent. Comment tu veux qu'ils soient engagés? Chris, il l'avait jeté, lui, la clé. Hein? Je sortirai plus jamais. C'est lui qui l'avait jeté. C'est même pas la société ou le service. C'est lui. Là, il a redonné, puis il a fait attends, c'est un peu, je peux sortir. C'est la preuve de manque peut-être d'encadrement aussi. C'est une manque d'encadrement, mais c'est que, on parlait tantôt de l'empathie pour les familles et tout, mais
des sentences de ces longueurs-là sont inhumaines parce que tu détruis l'individu. Fait que c'est tough en crise. Il y en a qui réussissent à se réhabiliter après tant de temps, mais il y en a qui sont démolis, puis ils perdent toute motivation. Fait qu'il n'y a plus rien à faire. Fait que t'es comme, parfait, on va te crisser dans une cage jusqu'à la fin de tes jours. OK. C'est ça qu'on veut comme système. C'est ça la question des fois qu'il faut se poser. Fait que c'est pour ça qu'en rajoutant des couches, mais on peut au moins éviter que ces gars-là qui sont détruits par leur système d'incarcération réussissent au moins à dire « OK, parfait, quand je me plante les pieds là, dans un plat, je recommence pas à cause du départ. Je vais être capable d'avancer puis de repogner le beat. » C'est un peu ça. Ces hommes-là, tu sais, quand ils passent chez vous, puis tout ça, toi, tu gardes un suivi avec ces gars-là. Ouais. T'en as-tu que c'est même, mettons, là, pour X raison, tu changes de job, là. Tu dis, non, je te lâcherai jamais. Là. Devenez un chum, mettons, là, tu sais. J'en ai Ou t'arrives vraiment à... Je suis capable de faire cette distinction-là. Par contre, la particularité, c'est que tu recroises. Tu sais, Montréal, c'est pas si gros que ça. Ouais. Hein? Fait que tu recroises. Fait que tu sais, il y a des gars dans mon ancien job que je recroise dans des moments, puis c'est cool, tu sais. Fait que c'est sûr que si je change de domaine, que je suis pas dans le domaine carcéral, c'est autre chose. Mais tu sais, je vais aux peines des fois, puis je vois des gars que j'ai connus au provincial. Là. Genre, Jamie, tu sais, mes pieds des plats. Ouais, pas y a une bête de 8 ans, faites telle affaire. Et l'autre fois, j'ai arrêté d'acheter du lait. J'ai croisé un de mes anciens gars. Tu dis, je travaille au port. Clairement, il fait de l'import de char. Là. Mais, t'es content de le voir. T'es content de me voir parce que, tu sais, vu que. Il est en santé, il est en vie. Exactement. Puis, tu sais, on a, je disais tantôt l'espèce de relation humaine à humain. Tu sais, je respecte l'individu, je respecte l'humain que cette personne-là est. Et veux pas, parce que tu es respectueux envers les autres, mais ils ont le même respect pour toi. Il y a des gars qui me maïssent. Il y a des gens qui me disent hey, tabarnak, j'ai entendu parler de toi, Marc. Quand il est arrivé à la maison de transition, on a payé des trous de cul, pis tout. Puis finalement, après coup, ah non, ok, ça va. T'sais. Puis il faut que tu acceptes ça, là, de travailler avec ces gens-là, que à un moment donné, tu vois du clivage négatif à ton égard. Moi, j'ai un bonhomme, là, je te disais tantôt qu'on a ouvert le 15 logements, il m'appelle, dans le fauteuil roulant. Il me passe au cash. Je l'ai mis dehors un moment donné, puis j'ai fait ça 3 fois en 8 ans. Là. Puis quand je l'ai mis dehors, il était sûr là, que je l'haïssais à mort. Tout. Je l'haïs pas à mort, je te mets dehors parce que t'es pas en train de respecter le cadre. Je juge pas les gens. C'est pas personnel. Mais non, là. du tout. Fait que quand il m'a appelé, il me disait ouais, je pourrais-tu faire une demande chez vous? Je ne pas de tout, man. Je vais aller te voir, je vais te le voir, j'ai expliqué à patente. Puis... Il a passé l'entrevue de sélection. Je l'appelle, je te passe l'entrevue de sélection, t'as un logement. Il parlait pas au téléphone, puis il me dit Marc, je t'assure que tu me bullshitais. Je pensais là, que toute la démarche que tu faisais, c'était pour te venger. Lui, il t'assure que je vais te faire miroiter, là, que tu vas avoir un beau logement, là, bien passer l'entrevue de sélection, on t'a pris pour que j'arrive et je fasse fuck you, man. Je dis ben non, parce qu'on ils ont passé leur vie avec des manipulateurs puis des crasseurs aussi, tu sais, puis ils font pas confiance à quelqu'un qui fait du système. Exactement. Fait que là, il dit Chris, je m'excuse, mais tu sais pas pourquoi. Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, man, je t'ai sali comme c'est pas de bon sens depuis 2 ans, ben, j'étais sûr d'être un esti de trou de cul. T'sais. Je me dis, c'est correct. Je comprends pourquoi t'as fait ça. Là, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que moi, c'est pas personnel, notre relation. C'est une relation qui est d'intervenant à aider. C'est ça. J'ai un gros dossier, là, il a fait une tentative de suicide. C'est moi qui ai fait les techniques de réanimation. Ouf, c'était pas évident. Non. Puis il me dit, je te dois la vie, puis tout, mais bon problème de santé mentale, mais attachant comme pas un, mais drainant comme 1000. OK, ouais. Puis un moment donné, il m'a dit, Marc, je le sais que tu vas me dire non, là, mais peux-tu me dire, tu fais partie de la famille. C'est genre, hey, tu fais partie de ma famille. Il me dit, je le sais que j'irai pas souper chez vous à Noël. Là. Non, mais juste me le dire, je dis, je te dirai pas ça. Ouais, mais ça te coûte quoi de dire ça? Ça va me faire du bien. Mais le jour que tu vas vivre quelque chose, puis tu vas avoir l'attente en disant Marc, tu m'as dit que j'étais comme ton frère, fait agis comme si j'étais ton frère, tu vas être déçu. Je t'apprécie beaucoup comme individu. J'ai eu des belles échanges avec toi, mais je te considérerai jamais comme un ami ou de la famille, pas parce que je t'apprécie pas. Parce que si je le fais, je vais te décevoir un jour, parce que je pourrais pas appliquer ça. je suis sûr que c'est important de le nommer. Puis dans ton fond, tu sais,
avais peut-être envie de dire juste pour dire, Ouais, hey, ça va te faire du bien. Ben oui, je sais que ça lui ferait tu du fais bien. partie de la famille, mon chum. Tu sais, Mais je sais que ça va lui faire mal faut dans que tu gardes autour de un- moi. Puis c'est ça qui est tough, mais c'est important parce que si tu gardes pas ce cadre-là, là, tu te mets pieds plat. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une attente que tu ne pourras pas répondre. C'est comment ça? Mais j'ai ma vie personnelle. Ouais, mais moi, tu me dis que je faisais partie de ta vie. Oui, dans mon cadre professionnel. Ouais, c'est ça. Et c'est important de garder cette distinction-là. Puis des fois, tu sais, c'est ça, on va pas la nommer, tu as peur de blesser l'autre personne. Au contraire, tu mets ta balise Mais claire. ce que tu viens de dire là, ça prouve ton professionnalisme. Parce que tu penses à Faut que tu passes 4 coups tu vas d'avance. 4 coups d'avance, exactement. Tu vas plusieurs layers. Tu sais. La première fois qu'on a discuté ensemble, tu m'as forwardé un link à une vidéo qui avait été faite par Avec Urbania. Urbania. On n'en parlera pas trop, mais on va mettre. Je pense que ça se fait. Je vais mettre le lien YouTube de cette vidéo dans la description YouTube du podcast. Si vous voulez découvrir un peu tes usagers, puis c'est pas nécessairement, ils sont pas nécessairement encore là, mais tu sais, je veux dire, donner une idée, c'est quoi les appartements, les appartements, tout ça. 15-20 minutes, je pense, la vidéo qu'Urbania a faite justement sur. En fait, c'est l'année sur passée. Je suis l'année sur un an et demi. Fait qu'on a une bonne évolution. Une bonne évolution. de Non, Serge, moi, j'ai là. trouvé ça. Écoute, puis c'est ça quand on a. Ouais, c'est ça, c'est ça, Serge. Y es-tu encore dans. Et je l'ai vu cette semaine. Il est venu ici avec moi. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était le Serge, mais on l'avait dans un autre mood. Mais il vit dans nos logements maintenant. Ben, je suis content d'entendre ça. Puis, fait que c'est ça. Puis, quand tu m'as envoyé ça, je l'ai écouté instantanément. Puis, tout de suite, je t'ai répondu. Je fais, ben, faut que tu viennes au podcast. Puis, j'ai dit, tu risques de peut-être revenir justement avec des personnes. Parce que, tu sais, je pense que justement, avoir ce background-là, des gars qui ont des grosses sentences, mais tu sais, s'ils passent par chez vous, c'est parce qu'ils sont réhabilités. Puis moi, c'est ça le but de mon podcast, c'est de montrer, justement, de démontrer la réhabilitation est possible. T'sais. Puis je trouve ça... fais un chapeau pour ce que tu fais. Merci. Parce que c'est une job qui est importante. C'est une job où j'espère que tu trouves ta valorisation, toi, parce que j'imagine que dans le grand public, c'est pas une job qui est valorisée. Non, mais c'est une job qui est intrigante. Intrigante, ça c'est clair. C'est clair quand tu peux... Toutes les matantes pensent que je mets ma vie en jeu à tous les jours. Là, fait que, parle-moi-en. Il y a une curiosité. Puis de l'autre côté, quand tu rencontres une nouvelle personne, puis hey, tu fais quoi dans la vie, je fais ça, c'est sûr que le monde fait hein? Chris, man! Ouais. Tu sais, c'est ça. Moi, tu vois, quand le monde me dit si tu fais quoi, puis je dis je suis humoriste, ah, je te connais pas. Ouais, non, je sais que tu me connais pas. Ça. Mais t'as vu à quel point je peux me parier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, compliqué. Compliqué. Assis-toi, on va prendre une bière. C'est ça. Ça peut être long. T'as-tu un podcast? Donne-moi une date, on va aller jaser. Ça fait 5 ans que je vis où ce que je suis. Ça a pris 4 ans, je pense, avant que mon voisin comprenne réellement ce que je faisais comme travail. Là, puis on jase pas mal. Là, mais honnêtement, je trouve ça cool. Puis parce que je veux recevoir justement de plus en plus de gens qui sont... que leur travail est dans le milieu carcéral et pas seulement des anciens détenus, la preuve que tu es là. Puis je trouve ça hot, l'angle que tu apportes. Souvent, on a des questions, on ne sait pas trop comment ça se passe. Puis avoir toujours la version du détenu, justement, qui est un peu... mais qui est valable aussi. Parce qu'ils ont vécu. Puis il y en a, des fois, c'est à prendre avec un grain de sel, mais des fois, on le sent puis on le sait que c'est pas toujours... exagéré. Exagéré, exactement. T'as exactement le bon terme. Merci de ta présence. Merci à toi. C'était vraiment apprécié, c'était vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé ça. Y a-t-il une façon de faire des dons, quoi que ce soit? On est un organisme communautaire, c'est la corporation Maison Crossroads. Si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire via info. Tu vas mettre tous les liens et ils vont m'envoyer tous les liens. Fait que dans la description vidéo YouTube, tous les liens, faire des dons. On va mettre la vidéo aussi. S'il y a d'autres trucs, tout ce qu'il y a... Tu as parlé avec l'itinérance. On fait un show d'humour dans notre nouveau local. Là. On a une belle grande salle. Si on pourrait s'organiser un truc à un moment donné. Avec grand plaisir. Comme on parlait du monde d'itinérance le 28 décembre. Je fais un spectacle bénéfice. Cool. Alex aussi va être là, notre technicien qui est humoriste aussi. Okay. On va être 3 humoristes, puis on fait un show justement à Laval pour l'itinérance. Moi, je suis... Les gens viennent ici me donner du temps. Fait que moi, c'est fait plaisir d'aller donner du temps, des sourires à des gens qui en ont besoin. Nice. Merci vraiment de ta présence au parloir.